En 1810, dans le delta de la rivière des Perles, une femme commandait plus d'hommes que Napoléon n'en avait déployés à Waterloo. 1800 navires, 70 000 pirates. Elle a vaincu la marine impériale chinoise, défié la Royal Navy, humilié la flotte portugaise. Puis, elle a négocié sa retraite, gardé son or et est morte de vieillesse dans son lit. Vous ne connaissez pas son nom. Elle s'appelait Cheng Yisao. Canton, début du XIXe siècle. La dynastie Qing est en train de pourrir par les côtes. À Pékin, l'empereur Jiaqing reçoit chaque mois des rapports alarmants. Sécheresse dans le Hubei, révolte paysanne dans le Sichuan, contrebande d'opium qui s'étend depuis Canton, et chaque mois, il en classe la moitié sans réponse. La cour impériale ne voit pas, ou ne veut pas voir, ce qui se passe 2000 km au sud. La rivière des Perles, ce delta immense qui s'ouvre sur la mer de Chine méridionale, est un monde à elle toute seule. Un monde de jonques, de comptoirs, de contrebande. Un monde de marins qui ne rentrent pas, et de villages côtiers qui ont oublié à quoi ressemble un fonctionnaire impérial. Les paysans pauvres se louent comme rameurs sur les jonques marchandes, puis désertent pour rejoindre des équipages pirates qui payent mieux. Les fonctionnaires Qing corrompus revendent les confiscations sur le marché noir. Tout glisse, tout fuit, tout se vend. Et dans ce monde, il y a les bateaux-fleurs. Ce sont des barques aménagées, amarrées le long des rives. À l'intérieur, des femmes, vendues, déplacées, parfois enlevées. Les fonctionnaires ferment les yeux contre une part des recettes. Les commerçants viennent y boire, y dépenser, y disparaître. Ces bateaux ont un nom poétique pour une réalité qui ne l'est pas. Les filles qui y travaillent sont, dans la hiérarchie sociale chinoise de l'époque, en dessous des paysans, en dessous des mendiants. Elles n'ont pas de nom officiel. Elles n'apparaissent dans aucun registre. C'est là que vivait une jeune femme dont on ne sait presque rien. Pas de date de naissance précise, pas de famille recensée, pas d'origine connue, juste un prénom, Shi Yang, et le fait qu'elle travaillait sur l'un de ces bateaux-fleurs à Canton, vers 25 ans. L'histoire, telle qu'elle est écrite, ne note pas les biographies des prostituées chinoises de cette époque. Elle ne le fait jamais. Sauf qu'en 1801, un homme l'a fait enlever. Cet homme s'appelle Cheng Yi. C'est l'un des grands chefs pirates de la côte. 36 ans. Il vient d'une famille pirate sur 6 générations qui remontent au dernier Ming. Pendant la décennie précédente, il a combattu au Vietnam pour les rebelles Tai Son, qui l'ont nommé prince et qui sont tombés. Il rentre maintenant dans sa Chine natale, à la tête d'une flotte aguerrie, riche, et qui rançonne les marchands portugais et les navires côtiers cantonais. Il vient de prendre Shi Yang comme on prend une cargaison. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que Shi Yang ne pleure pas, elle ne supplie pas, elle négocie. Selon les sources Qing elles-mêmes, elle pose ses conditions à son ravisseur. Elle veut le mariage, mais sur un pied d'égalité. Co-commandement de la flotte, part égale du butin. Voie politique dans la coalition pirate. Elle ne sait ni manier un sabre, ni naviguer en haute mer, mais elle sait quelque chose que Cheng Yi n'a pas. Elle a passé 10 ans à observer comment les hommes prennent des décisions quand ils croient qu'on ne les regarde pas. Cheng Yi accepte. Ils se marient en 1801. Et à partir de ce jour, Shi Yang n'existe plus dans les archives. À sa place, il y a Cheng Yisao, littéralement l'épouse de Cheng Yi. Son propre nom est effacé pour devenir un titre. C'est la première fois qu'on l'efface. Ce ne sera pas la dernière. À l'époque où Cheng Yisao prend ses fonctions, la piraterie en mer de Chine méridionale est un chaos. 6 grandes flottes pirates rivales, chacune sous une couleur différente, drapeau rouge, drapeau noir, drapeau bleu, drapeau blanc, drapeau jaune, drapeau vert, passent leur temps à se battre entre elles autant qu'à attaquer les marchands. Elles ont chacune leur port d'attache, leur zone d'influence, leurs alliances tribales. Elles se volent les recrues, sabotent les sauf-conduits des autres, parfois s'éperonnent en pleine mer. Personne n'a réussi à les fédérer depuis un siècle. Les fonctionnaires Qing parient ouvertement sur leur division pour les laisser s'épuiser. Cheng Yisao change tout. Avec son mari, elle convoque les chefs.
pas dans un port impérial où il refuserait de venir. Dans une crique cachée des îles de Lantau, où chacun arrive avec ses gardes, ses rituels, ses superstitions, elle négocie territoire par territoire, butin par butin, hiérarchie par hiérarchie. Elle inclut dans la discussion ce que les chefs n'attendaient pas: le partage du recrutement, la gestion commune des informateurs côtiers, la protection mutuelle des ports d'hivernage. En 1805, ce que personne n'avait fait depuis 100 ans est fait. Les 6 flottes signent une charte commune. C'est une coalition. Avec un drapeau dominant, le drapeau rouge, le sien, et des règles strictes. Le code est explicite. Désertion, exécution. Vol au sein de la coalition, exécution. Trahison, exécution. Mais aussi, et ce point étonne les historiens occidentaux qui découvrent ce code au XXe siècle, protection des femmes captives. Le viol est puni de mort. Toute relation, même consentie, doit être déclarée et tarifée. Et plus largement, interdiction d'attaquer les villages côtiers qui paient la taxe protectrice de la coalition. Ces villages ne sont pas des proies, ce sont des affiliés. L'efficacité du système est redoutable. La flotte combinée passe de quelques centaines de navires à plus d'1 millier en 2 ans. Les villages côtiers paient l'impôt, pas à l'empereur, à elle. Les marchands paient des sauf-conduits. Les arsenaux côtiers fournissent des canons sous la menace. C'est un État dans l'État, un empire parallèle qui flotte sur la mer. Et puis, en novembre 1807, un typhon frappe au large des côtes vietnamiennes. Cheng Yi est emporté. À ce moment précis, Cheng Yi Sao a entre 30 et 32 ans. Elle est veuve. Elle n'est officiellement personne dans la hiérarchie pirate. Le code de conduite ne prévoit aucune succession féminine. Les 6 chefs de flotte attendent, calculateurs, de voir lequel d'entre eux va prendre la place du défunt. Ce qui se passe alors est l'une des manœuvres politiques les plus brillantes du XIXe siècle. Personne ne le raconte. Mais elle est documentée dans les archives Qing. D'abord, Cheng Yi Sao s'allie à un homme, un seul. Cheung Po Tsai, le bras droit de son défunt mari. Ancien pêcheur enlevé enfant lors d'un raid, adopté par le couple. Charisme militaire, popularité auprès des hommes qui se battraient pour lui. Mais lui n'a pas la stature politique, elle l'a. Elle scelle leur alliance et de fait, elle se lie à lui, politiquement, et bientôt intimement, même si l'histoire restera évasive sur ce point. Ensuite, elle joue les autres chefs de flotte les uns contre les autres. Elle leur fait croire à chacun, séparément, qu'il est son favori. Elle distribue des concessions ciblées sur tel territoire de pêche, tel monopole d'opium, telle route commerciale. Elle isole les récalcitrants en faisant signer aux autres des accords qui les marginalisent. Elle utilise le seul levier dont disposent les femmes dans cet univers d'hommes. L'art de faire croire à 10 hommes différents qu'ils sont chacun en train de gagner. En quelques mois, le tour est joué. Cheng Yi Sao devient officiellement commandante en chef de la coalition pirate du sud de la Chine. Cheung Po Tsai est son lieutenant, son général en mer. Et la flotte continue de croître. À son apogée, fin 1809, les estimations divergent. Les sources prudentes donnent 400 navires et 40 000 hommes. Les sources hautes montent jusqu'à 1800 navires et 70 000 pirates. Quel que soit le chiffre retenu, c'est sans précédent. Plus que toutes les flottes pirates de l'histoire occidentale combinée. Plus que la marine de Napoléon. Cheng Yi Sao n'est plus une chef pirate, elle est une puissance maritime souveraine, et l'Empire Qing le sait. La cour de Pékin envoie son meilleur amiral, Lin Fa, pour reprendre le contrôle du Sud. 1808. Lin Fa est expérimenté. Sa flotte, modernisée à grands frais, compte plus de 100 navires de guerre. Il a la légitimité impériale, des canons hollandais récents et l'ordre direct de l'empereur. Cheng Yi Sao l'écrase. Près de l'île de Lantau, en 2 jours de combat, le drapeau rouge attire la flotte impériale dans les hauts fonds qu'elle connaît mieux que personne, l'enferme entre 2 promontoires et la Pilonne. La moitié des navires impériaux sont coulés. Lin Fa s'échappe sur un sampan de pêche. Il sera rappelé à Pékin en disgrâce et mourra peu après.
Le successeur fait pire encore. La marine Qing, humiliée, se replie dans ses ports. Alors la cour fait quelque chose qu'aucun empire chinois n'avait fait depuis longtemps. Elle demande de l'aide à des étrangers. Les Britanniques d'abord, qui contrôlent le commerce du thé et de l'opium et qui ont besoin de mer calme pour leur convoi entre Canton et Calcutta. Ils prêtent des navires de la Compagnie des Indes orientales. Le HMS Mercury, frégate aguerrie, ouvre le feu sur la flotte du Drapeau rouge en septembre 1809. Cheng Yisao l'évite, le harcèle, le force au repli. Les Portugais, ensuite. Ils contrôlent Macao depuis 3 siècles. Leur flotte de guerre coloniale, commandée par l'amiral Pinto da Silveira, est censée être supérieure techniquement. 6 lorchas, 2 frégates, équipages aguerris à la guerre navale. En quelques semaines, Pinto da Silveira est battu 3 fois et obligé de rentrer à Macao, protéger la ville elle-même. À la fin de 1809, c'est une coalition sans précédent qui se met en place autour du delta de la rivière des Perles. La marine impériale chinoise, la Royal Navy britannique, la flotte portugaise de Macao, une partie de la marine vietnamienne en appui, 3 empires, liés contre une seule femme, et elle tient. Pendant 3 mois, début 1810, la coalition essaie de l'écraser dans les baies de la côte cantonaise. 3 mois de batailles dispersées, de blocages, d'embuscades, de chasse dans le delta. Cheng Yisao perd des navires. Elle en perd beaucoup. Le Drapeau noir, l'une de ses 6 flottes affiliées, fait défection et négocie séparément avec l'empereur. Le piège se resserre, et c'est là, au moment exact où elle devrait être anéantie, qu'elle fait le geste qui la définit pour l'histoire. Elle propose la paix. Janvier 1810. Boca Tigris, l'embouchure de la rivière des Perles, là où l'eau douce se mélange à la mer. Cheng Yisao se présente en personne sur sa propre jonque dans le camp impérial. Elle vient parlementer. Mais elle vient parlementer en position de force. Sa flotte affaiblie reste plus puissante que tout ce que la coalition pourrait jeter contre elle dans une bataille frontale. Et l'empereur le sait. Elle aussi. Ces termes sont incroyables. Aucune poursuite contre elle ni ses lieutenants. Aucune exécution. Conservation intégrale du butin accumulé pendant 9 ans. Postes officiels dans la marine impériale pour ceux qui le souhaitent. Dissolution volontaire, et seulement volontaire, de la flotte. Et un titre honorifique pour elle-même, pour la forme. L'empereur Qing, épuisé, accepte tout. Chung Po-tsai rejoindra la marine impériale comme officier. Il combattra désormais sous le drapeau jaune de l'empereur contre les pirates des autres flottes qu'il avait jadis dirigées. Il mourra en service en 1822, capitaine respecté. Les autres lieutenants disparaissent dans la légalité, riches, anonymes, certains devenus marchands, d'autres fonctionnaires. Et Cheng Yisao. Elle ouvre une maison de jeu à Canton. Elle gagne de l'argent, encore. Elle survit à Chung Po-tsai. Elle survit à l'amiral qui était venu la vaincre. Elle survit à l'empereur qui a négocié avec elle. 34 années dans le silence et la prospérité, dans la même ville où elle avait commencé sur un bateau-fleur, mais cette fois propriétaire, libre et riche. Elle meurt en 1844, 69 ans, de vieillesse, dans son lit. Voici les chiffres. Edward Teach, dit Barbe Noire, le pirate le plus célèbre de l'histoire, celui qui a inspiré Long John Silver, Jack Sparrow, et la moitié des films Hollywood. Carrière active, 2 ans. Effectif maximum, 300 hommes, 4 navires. Mort en combat naval, décapité, sa tête accrochée au beaupré d'une frégate britannique en 1718. William Kidd. Carrière effective, 3 ans. Effectif, moins de 100. Un seul navire armé, pendu à Londres en 1701. Son corps laissé à pourrir dans une cage en fer pendant 3 ans pour l'exemple. Henry Morgan, le plus riche. Carrière active, 12 ans. Effectif maximum, 2000 hommes. Anobli par Charles II, gouverneur de la Jamaïque, célébré comme un héros impérial. Et Cheng Yisao. Carrière active, 9 ans. Effectif, entre 40 000 et 70 000 hommes. Vainqueur de 3 empires.
Morte de vieillesse, riche, libre. Aucun procès, aucune statue, aucune chanson de marin. Aucun de ces chiffres n'est contestable. Ils sont dans les archives Qing, dans les rapports britanniques de la Compagnie des Indes, dans les correspondances portugaises de Macao. Cheng Yi-sao est, par tous les critères mesurables, le plus grand pirate de l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on ne la connaît pas? La première raison est évidente. Elle était chinoise. Le canon piratique occidental, les livres, les films, les attractions Disney, s'écrit depuis Londres et depuis Hollywood. La mer de Chine méridionale n'est pas dans ce canon. Pour qu'une histoire entre dans le mythe occidental, il faut qu'elle se passe dans les Caraïbes, ou au moins en Atlantique. Pas dans une langue qu'on ne lit pas, dans des archives qu'on n'ouvre pas. La deuxième raison est évidente aussi. Elle était une femme. Et notre imaginaire pirate, c'est Long John Silver, c'est Jack Sparrow, c'est des hommes barbus avec des perroquets. Pas une ancienne prostituée cantonaise de 50 ans qui tient une maison de jeu. Mais il y a une troisième raison, la plus profonde, celle dont personne ne parle. Et celle-ci ne concerne pas seulement l'Occident, elle vaut aussi en Chine, où Cheng Yi-sao apparaît à peine dans les manuels d'histoire. Cheng Yi-sao a gagné. Elle n'a pas été vaincue. Elle n'a pas été pendue. Elle n'a pas été trahie par son équipage. Elle n'est pas morte au combat. Elle a posé son sabre sur la table, négocié, encaissé, et fini ses jours dans une maison cantonaise comme n'importe quelle veuve aisée. Et notre mémoire collective, occidentale ou chinoise, n'a pas de place pour ça. Nos mythes héroïques ont besoin de bûchers, d'échafauds, de typhons, de fins tragiques qui justifient le tumulte du début. C'est aussi vieux qu'Aristote. Un récit a besoin d'une catastrophe pour devenir un récit. Une retraite réussie, ce n'est pas une fin, c'est un anticlimax. Et un anticlimax, ça ne se transmet pas. Ça ne se grave pas dans la pierre. Ça ne se chante pas dans les tavernes. Alors, on ne le raconte pas. C'est la couche d'effacement la plus profonde et la plus invisible. Cheng Yi-sao n'a pas été oubliée parce qu'elle a perdu. Elle a été oubliée parce qu'elle a gagné. Quelque part dans le delta de la rivière des Perles, en 1844, une vieille femme regarde l'eau. Elle a été chef pirate. Elle a commandé 70 000 hommes. Elle a fait plier 3 empires. Elle a négocié sa propre amnistie et est passée à autre chose. Aujourd'hui, son nom n'est dans aucun manuel d'histoire occidentale. Dans les manuels chinois, elle apparaît parfois, un paragraphe, une note de bas de page, sous l'étiquette criminelle. Dans les biographies de Cheung Po Tsai, elle est mentionnée comme l'épouse. Toujours l'épouse de quelqu'un, jamais elle. Nous, on a choisi de la nommer. Elle s'appelait Cheng Yi-sao. Et elle a gagné. Si vous voulez qu'on continue à exhumer ces récits, abonnez-vous, mettez un pouce. Et dites-nous en commentaire le nom d'un effacé que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. À samedi prochain.